Donc, on va démarrer ce fil d'actu dédié à l'évaluation à mi-parcours des contrats de ville. Et on va peut-être commencer tous ensemble par expliquer pourquoi on a souhaité, au sein de l'équipe, dédier un fil d'actu à ce sujet, qui sera le seul sujet aujourd'hui, contrairement à d'habitude, où on évoque plusieurs choses en même temps. Vous l'avez dit finalement dans le petit échange qu'on a eu avant de démarrer, et nous, on l'a perçu comme ça dans les échanges qu'on avait pu avoir avec les uns et les autres. Beaucoup d'entre vous souhaitent anticiper, ne pas se retrouver pris à la gorge comme ça a pu l'être dans des évaluations précédentes et finalement avoir quelque chose qui s'inscrit dans un rétro-planning qui soit cohérent avec votre charge de travail et donc du coup un souhait d'anticipation qu'on a entendu. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de top go du national de lancement un peu officiel de ce chantier. En même temps on est embarqué dans un calendrier partagé sur lequel on va revenir ce matin, qui prévoit que ces évaluations à mi-parcours, elles doivent être réalisées en 2027. Et donc, il nous a semblé que c'était intéressant de repartager ensemble les grands fondamentaux en 2026, de se préparer, de commencer à construire finalement les éléments de méthode, j'allais dire de doctrine, c'est pas le mot, plutôt les éléments de méthode, l'outillage, d'utiliser 2026 pour ça, pour pouvoir être plus serein dans la mise en œuvre en 2027. L'idée générale, du coup, c'est un peu de remettre l'évaluation dans les agendas, pas que le vôtre finalement, puis de se rappeler ensemble finalement le sens qu'on donne à cette évaluation du contrat de ville. C'est une politique qui est très particulière. D'abord, c'est une des politiques publiques les plus évaluées. On dispose finalement aujourd'hui de centaines de rapports d'évaluation de la politique de la ville et des contrats de ville. Donc, c'est quelque chose qui est très documenté et il n'y a pas beaucoup de politiques publiques qui ont autant d'évaluations que la politique de la ville, à qui on demande peut-être encore plus qu'aux autres comment dire, de vérifier ou en tout cas de faire état de ces résultats. Ce qu'on se dit finalement au niveau du centre de ressources et puis globalement dans le réseau national, c'est que cette culture de l'évaluation, elle a quand même globalement progressé dans les territoires et chez les porteurs des contrats de ville, même si objectivement, il reste quand même quelques faiblesses persistantes qui rendent toujours cet exercice un peu compliqué pour vous finalement et un peu stressant, hein, voilà. On va le dire comme ça. C'est rare qu'on ait un grand sourire quand on commence à évoquer le sujet évaluation. Il y a toujours plutôt une petite crispation de démarrage. Les faiblesses persistantes, elles relèvent essentiellement peut-être d'un manque autour des éléments d'observation partagés sur les effets de cette politique publique. Notamment, on va se le dire, sur la question du droit commun. On reviendra sur ce sujet-là dans la suite de la présentation. Et puis finalement, formuler un jugement c'est toujours un exercice compliqué. Donc, on y arrive de mieux en mieux, mais ça reste quand même quelque chose qui est difficile pour les partenaires des contrats de ville. Et puis finalement, dans une certaine mesure, c'est pas si simple en fait d'utiliser l'évaluation pour transformer finalement l'action publique territoriale. Il faut en tout cas que les choses s'arriment le mieux possible. Ça a sans doute progressé, mais je pense que vous voyez aussi sur les territoires que cet arrimage, il se fait pas toujours complètement simplement. Donc, on va aborder ce matin finalement des éléments de sens, hein. J'ai commencé un petit peu à le faire ici maintenant. Des éléments de contexte aussi, parce que finalement, cette évaluation, elle se fait dans un contexte un peu singulier, on y reviendra. Vous dire aussi ce que prévoit le national, ce qu'il a déjà commencé à faire, notamment le travail de l'Observatoire national de la politique de la ville qui va aussi venir nous alimenter dans ce travail, partager quelques éléments de méthode, en tout cas des éléments, on se disait peut-être, et j'ai terminé la présentation là-dessus, faire une espèce de checklist des questions qu'il faut se poser avant de partir et puis vous dire ce que nous, au niveau du Centre ressources politiques de la ville, on a déjà commencé à faire et ce qu'on va continuer à faire pour accompagner le mouvement. Voilà, est-ce que ce contenu vous convient? A priori, oui, ça tombe bien, j'ai pas prévu autre chose.
Euh, on va commencer par partager le fruit d'une petite enquête qu'on a menée auprès des territoires pour savoir où vous en étiez sur le sujet de l'évaluation. On a 18 répondants, ça représente 16 territoires sur les 22 en politique de la ville. On en a au moins dans... Alors non, il y a des intercommunalités et des communes, donc c'est pas tout à fait le bon ratio que je fais, mais en tout cas, on en a dans les 5 départements de la région Normandie. La première question qu'on vous a posée, c'est finalement où est-ce que vous en êtes sur ce sujet de l'évaluation à mi-parcours, euh, en vous demandant si c'est quelque chose qui était en préparation, en amorce de mise en œuvre, ou alors pas du tout inscrit à l'agenda. Grosso modo, c'est ou en préparation ou même pas encore inscrit à l'agenda. Autrement dit, on est vraiment sur des phases d'amont. Ce que je décrivais tout à l'heure, votre souhait d'anticiper, vraiment, on a finalement très peu de territoires qui ont commencé quelque chose. Aucun territoire n'a véritablement engagé la démarche à ce stade. Finalement aujourd'hui, par rapport à ce qui est inscrit dans votre contrat, comment vous regardez la formalisation méthodologique de l'évaluation. Globalement, on constate dans les réponses que vous nous avez données que les éléments de protocole restent très largement à imaginer et à formaliser, euh, et que finalement, il y a très peu de territoires pour lesquels il y a l'impression que les bases sont bien posées, même s'il reste quand même des choses à construire opérationnellement. Vous voyez, seulement 4 territoires. Et on n'a aucun territoire qui nous dit aujourd'hui savoir exactement comment il va s'y prendre, avec un protocole déjà clair et formalisé. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais ça vous permet de voir comment finalement sur votre territoire, au regard des autres, vous vous positionnez. Donc globalement, vous estimez tous qu'il y avait besoin d'un accompagnement méthodologique. C'est vrai que cette petite enquête, elle visait aussi pour nous à affiner ce qu'on pourrait vous proposer en termes d'action à minima sur le premier semestre. Si on continue sur les résultats de cette petite enquête, on vous a interrogé sur le fait de savoir si vous aviez envisagé ou si vous envisagiez à ce stade d'avoir recours à un appui externe, à un consultant, pour réaliser cette évaluation à mi-parcours. Très largement et de manière très majoritaire, l'évaluation est envisagée plutôt sur un format interne, sans recours à un prestataire extérieur à ce stade. Et quand il est envisagé, il n'est pas encore planifié. Donc il est encore dans l'esprit, mais pas dans le bon de commande signé, on va dire. On vous avait proposé, et on en reparlera en fin de fil, on vous avait proposé de mettre en place des petites visios courtes pour que vous puissiez poser vos questions, dire tout va bien chez moi, ou au contraire ça va pas du tout. Voilà, alors on se disait peut-être tous les 15 jours ou tous les mois. Manifestement, tous les mois, ça vous suffirait. Une petite visio courte pour pouvoir, voilà, avoir un espace où poser vos questions. Et on ressent là finalement que d'avoir un appui régulier, mais pas forcément intensif, de la part du centre de ressources, ça serait apprécié. Donc on vous dira en fin de séance ce qu'on en a tiré comme enseignement. Sur la question de la place des habitants dans l'évaluation, euh, majoritairement, il nous semble que l'outillage et la méthodo restent encore à affiner, ou en tout cas à penser. Les modalités sont à travailler pour 14 répondants sur 18. Il y a quand même des territoires qui sont pas en nombre si négligeable, qui ont déjà pensé un certain nombre de choses, qui ont déjà des outils qu'ils estiment mobilisables. Et pour un territoire en particulier, la feuille de route est complètement claire sur cet aspect de l'évaluation. Le quand et le comment est déjà bien pensé. Vous nous avez exprimé le souhait qu'on ait une offre de service dédiée à cette question, donc une séquence dédiée à cette question de l'implication des habitants dans l'évaluation. On est encore en train de voir comment la caler. Une majorité souhaiterait qu'on ait ce temps de travail plutôt au premier semestre, dans un format plutôt présentiel. Voilà. Donc, pour l'instant, cette partie-là n'est pas encore complètement calée, et y compris sur le fait de le faire au premier ou au second semestre.
Oups. Il y avait une autre question aussi sur les enjeux de transition qu'on avait tenté de travailler de manière un peu spécifique au moment de la construction, pour ceux qui s'en souviennent, des contrats de ville. Bon, c'est un sujet qui reste malgré tout émergent. Il est entre guillemets séduisant parce qu'il apporte une autre grille de lecture à cette politique publique, mais on voit que l'intérêt est plus modeste, on va dire. En tout cas, c'est pas identifié comme une grosse priorité pour vous. On lâche pas complètement l'affaire parce qu'il nous semble que c'est un sujet assez majeur pour les quartiers de se préparer effectivement aux conséquences du changement climatique. Donc c'est quelque chose qu'on va sans doute travailler avec vous. Probablement plutôt au second semestre, on a senti que l'urgence était moins forte et peut-être sur des formats enfin, en distanciel pour que ce soit plus facilement appropriable par vous. Donc peut-être on peut faire un tout petit arrêt sur image pour voir voilà, si vous vous retrouvez dans dans ce petit portrait régional, si ça vous rassure, si ça vous inquiète, voilà, quelle réaction vous avez face à cette petite restitution d'enquête flash. D'ailleurs, elle a été flash grâce à votre réactivité, hein, on a eu des retours extrêmement rapides, donc un petit merci au passage. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Il y a une question, Pascal, de Ah, Monsieur Renard, dans le alors, chat. Je peux te l'évoquer, oui. hein. Pourquoi cette dichotomie entre politique très évaluée nationalement et non localement? Ce que tu as évoqué tout à l'heure, sur le Alors, fait que cette politique. c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Donc, manifestement, j'ai pas été. Non, je dis que c'est une des politiques publiques les plus évaluées, nationalement et localement. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Il y a eu des pouces qui se sont levés Ok. Alors, et je Madame Nouvion continue. qui confirme l'intérêt de ce cycle. Alors, donc, le CRPV a fait une petite enquête flash. L'ONPV a fait un travail d'analyse euh, beaucoup plus approfondi et exhaustif, puisqu'ils ont analysé les 333 contrats de ville hexagonaux. Pourquoi pas l'outre-mer? Ben, parce que l'outre-mer était en calendrier décalé et a contractualisé en fait en 2025 et pas en 2024. Donc l'analyse de l'ONPV s'est portée uniquement sur les contrats de ville hexagonaux. L'objet de cette analyse, ça a été de regarder comment était travaillé le sujet évaluation dans les contrats. Euh, L'idée, c'était d'identifier ce qui était formalisé en termes de perspective d'évaluation, de repérer éventuellement des bonnes pratiques, et puis aussi de contribuer à ajuster les offres d'accompagnement sur l'évaluation à mi-parcours proposées aux acteurs de terrain sur ce dossier de l'évaluation. En termes de méthode, là je vous ai mis quelques résultats et je vous évoque la méthode plutôt à l'oral. L'originalité, c'est d'avoir eu une approche complètement exhaustive et pour pouvoir le faire, l'ONPV a fait appel à de l'intelligence artificielle pour produire cette analyse. Donc ni ChatGPT, ni le chat, ni Gemini, ni voilà, mais en l'occurrence Barnabé a travaillé sur les 333 contrats de ville. Ces 300 contrats ont été moulinés une grille d'analyse qui abordait 16 critères, dont 5 critères fondamentaux que je vous mentionne. L'utilisation des résultats de l'évaluation précédente mentionnés dans le contrat, la prévision d'un dispositif d'évaluation robuste décrit dans le contrat, la référence à un référentiel d'évaluation déjà avancé dans le contrat, la définition d'objets et de critères d'évaluation détaillés, et enfin la description des mécanismes de participation des habitants et des partenaires à l'évaluation. Donc ces 5 critères fondamentaux ont fait l'objet les 16 d'ailleurs, mais ceux-là en particulier d'un scoring avec une note, vous voyez, qui allait de 0 à 5 pour au final arriver à un score un peu global. De 0, le contrat ne prévoit pas de dispositif d'évaluation. À la note de 5, le contrat de ville fournit des éléments détaillés sur le critère et présente des bonnes pratiques ou des modalités innovantes. Et chaque contrat a pu être positionné pour l'ensemble de ces critères sur ce score de 0 à 5, ce qui a permis une analyse globale. Petite précision quand même,
L'ONPV précise bien que c'est ce qui est écrit dans le contrat. Donc, il peut y avoir des choses qui ont été pensées localement, mais qui ne sont pas intégrées dans le contrat. Et donc, peut-être que l'absence de mention dans le contrat ne signifie pas automatiquement l'absence de réflexion locale et de dispositifs au local prévus par les territoires. En tout cas, ce qui ressort de cette analyse exhaustive, et je corrobore en partie ce que j'ai dit précédemment sur notre petite enquête flash. 87% des contrats mentionnent l'évaluation précédente. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu un vrai lien qui a été fait entre l'évaluation des précédents contrats et la formalisation des nouveaux contrats. Et il y a même 57% des contrats de ville qui détaillent l'utilisation de la précédente évaluation dans la construction du nouveau contrat. Donc ça, c'est plutôt intéressant du point de vue de l'utilité de l'évaluation. À quoi ça sert l'évaluation? Eh bien, la précédente évaluation, l'évaluation finale de 2022-23, a permis de nourrir les contrats actuels. C'est vrai chez nous, c'est vrai au national. En revanche, moins d'un contrat sur deux, en l'occurrence 45%, présente un dispositif d'évaluation qui est détaillé. Souvent, on a des choses un peu cadres, voire assez elliptiques, une ou deux phrases qui prévoient des éléments sur l'évaluation, prévoient qu'elle aura lieu, mais sans forcément décrire précisément comment, quand, avec quelle modalité précise. Et seulement 15% des contrats mentionnent un référentiel d'évaluation formalisé. 95% des contrats n'allouent pas de budget spécifique à l'évaluation et la participation des habitants à l'évaluation, elle est souvent mentionnée, mais rarement détaillée. Ça, on se l'était un peu dit quand on s'était vu, non pas au forum de cette année, mais au forum de l'année d'avant, où on avait un peu regardé ce qu'on retrouvait dans les contrats. On avait dit à ce moment-là, effectivement, qu'on voyait très bien la question de la participation des habitants dans la construction du diagnostic qui avait conduit à définir les priorités de l'actuelle contractualisation, qu'on voyait beaucoup moins les modalités d'association des habitants à l'animation des contrats et encore moins à leur évaluation. Donc ça vient quand même confirmer ce qu'on avait pu en lire localement, cette analyse nationale. On ne se distingue pas finalement de ce qu'on peut observer dans les contrats à l'échelle nationale. Ce qu'on n'avait peut-être pas, nous, en grille de lecture, c'est que finalement, plus le contrat de ville semble couvrir de QPV, plus l'évaluation, elle est documentée. Peut-être parce qu'elle est aussi envisagée comme étant plus complexe quand il y a beaucoup de contrats et donc du coup elle a été peut-être dans sa mise en œuvre un petit peu plus documentée. Donc voilà, moi j'ai tiré quelques chiffres de cette note qui a été publiée par l'ONPV, mais dans le diaporama, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez aller lire plus de détails si ça vous intéresse et voir les chiffres que je ne vous ai pas mentionnés ce matin. Dans les suites que l'ONPV souhaite donner à son travail, peut-être en termes de perspective, vous dire qu'il est fort probable que vous soyez sollicité par l'ONPV via une enquête pour mieux identifier quels seraient vos besoins. Donc peut-être une autre enquête plus ou moins flash à venir, mais qui permettra d'avoir des enseignements et une consolidation nationale. Donc c'est un peu une autre démarche que celle que nous avons pu conduire. Euh, L'ONPV est en train de réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas des modalités d'accompagnement à différencier selon la dimension des contrats de ville au regard de ce qu'elle a pu constater sur la documentation, la manière dont le sujet était documenté dans les contrats. C'est ce que je disais précédemment, plus il y a finalement de quartiers, plus la question de l'évaluation est documentée et finalement peut-être que là où elle est le moins documentée, comment on peut accentuer l'accompagnement. Voilà, c'est un peu la philosophie de l'ONPV dans ses réflexions à ce stade. Elle envisage de mettre en place un groupe de travail afin de dédier à ce sujet de l'évaluation locale pour préparer un nouveau guide méthodologique. Je vous parlerai de l'ancien parce qu'aujourd'hui, pour le coup, c'est le seul dont on dispose. J'ai entendu un petit bruit, mais je ne sais pas qui parle. Non, mais je pense que c'est Un micro pas une coupé. Euh,
Donc voilà, on parlera du guide actuel parce qu'il y a quand même de la matière qui peut être utilisable même maintenant avant qu'il soit actualisé si vous avez envie de poursuivre ce travail d'acculturation et de préparation. Et puis, il est envisagé un référentiel national d'évaluation pour proposer peut-être des éléments de méthode. Et peut-être aussi permettre à l'ONPV d'avoir une lecture nationale des choses et d'objectiver un certain nombre de grandes tendances. Voilà. Mais ça devrait pas, voilà, ça va se faire, je pense, en complément de ce qui va se faire au niveau local. Et finalement, moi, je vois l'ONPV se positionner vraiment dans une position de soutien et d'outillage au territoire. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ensemble. Le Réseau national des centres de ressources politiques de la ville a un groupe de travail national sur ces enjeux d'évaluation et on y travaille avec l'ONPV pour essayer voilà, de caler les choses et d'ajuster aussi ce qu'on fait au local versus ce que l'ONPV va produire au niveau national. Voilà. Je continue. Pas de questions. Hop. Alors, pour ceux qu'on connu, ceux qui font leur première évaluation, petit rappel du cadre de l'évaluation posé par la loi Lamy, loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui date de février 2014, qui positionne l'évaluation des contrats comme une dimension qui est obligatoire. Donc, je n'ai pas eu la question, est-ce qu'on a le droit de ne pas faire? Bah, a priori, non, on n'a pas le droit de ne pas faire. Euh, c'est une dimension obligatoire. Et le texte en question prévoit et précise un certain nombre de choses qui doivent être précisées, même en théorie, dans le contrat de ville. Le contrat de ville doit préciser les moyens d'ingénierie consacrés à l'élaboration, à la conduite du contrat de ville, mais aussi à son évaluation. Comme on se le disait précédemment, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, voilà, la loi prévoit qu'en théorie, ces moyens d'ingénierie sont précisés. Le contrat de ville doit aussi préciser les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus de l'observation locale. Et enfin, les contrats de ville fixent la structure locale d'évaluation chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l'ONPV et à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données. Ça, c'est ce qu'il y a dans les textes. Donc, si on doit résumer, en théorie, on devrait trouver dans les contrats une précision sur les moyens d'ingénierie dédiés à l'évaluation. On devrait déjà trouver dans les contrats une première sélection d'indicateurs. Ça, on l'a souvent. Quelques indicateurs d'évaluation et de suivi qui sont mentionnés dans les contrats. On devrait, mais ça je l'ai dit précédemment, avoir des éléments de méthodo national, on devrait les avoir au cours de l'année 2026. Et puis effectivement, il y a un engagement, alors qu'on a souvent appelé la clause data, mais en tout cas, il y a un engagement des partenaires signataires aussi à alimenter cette observation partagée pour effectivement que l'évaluation soit bien une démarche collective qui parte des données mobilisables et disponibles sur les territoires. Et puis ce texte prévoit aussi que les conseils citoyens, puisque au moment de la loi Lamy, on introduisait aussi ce nouvel espace de démocratie participative au service de la politique de la ville et des habitants des quartiers, le texte précisait que les conseils citoyens étaient associés à l'élaboration des contrats, à leur mise en œuvre et aussi, bien sûr, à l'évaluation des résultats produits. Est-ce que tout le monde avait bien en tête ce cadre? Est-ce qu'il vous interroge? Est-ce que ce que j'ai dit est clair? Alors, vous me direz, ça c'était 2014. Donc, en un peu plus frais, nous avons une circulaire qui date de novembre 2024, qui portait sur le pilotage des contrats de ville de quartier 2030, qui évoquait la mise en place d'un socle d'indicateurs resserrés qui permettrait de mesurer l'impact des politiques publiques menées.
Finalement, cette circulaire, elle était intéressante aussi parce qu'elle distinguait la notion d'indicateur dit de contexte, puisqu'elle invitait effectivement à bien prendre en compte des indicateurs socio-économiques décrivant la situation des habitants des quartiers, mais plutôt comme des données de contexte, mais bien de se servir de ces indicateurs comme finalement un cadre d'analyse de ce qu'on pouvait observer en termes d'impact, de résultats des politiques conduites sur le territoire. Et puis, il y a aussi un décret, le 15 novembre 2024, qui porte sur les contrats de ville et la participation des habitants à la politique de la ville, qui vient finalement reconfirmer une partie de ce qui était dit dans le texte initial de la loi Lamy, que j'ai évoqué précédemment, donc je ne vais pas vous refaire la lecture. Donc, voilà le cadre un peu, j'allais dire, réglementaire dans lequel on s'inscrit. Quelque chose qui est finalement un cadre assez, j'allais dire rigide, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas quelque chose inscrit dans la durée. Ce qui est peut-être plus conjoncturel et un petit peu moins structurel, c'est finalement le contexte un peu singulier dans lequel ces évaluations 2027 vont devoir être menées. Là-dessus, je vais partager un certain nombre d'éléments, mais je veux bien qu'on ait un échange sur la manière dont vous percevez les choses sur votre territoire. Je vous lis, monsieur Renard, mais comme ça porte uniquement... est-ce que vous voulez qu'on s'arrête maintenant pour répondre à votre question? Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un ait la mémoire exacte de ce qui a été fait à Caen-la-Mer en 2000. Voilà. Je propose de poursuivre, sauf si vous souhaitez intervenir. Bon. Donc, la première chose, c'est que les textes qui ont renouvelé, enfin, qui ont permis le renouvellement des contrats de ville en 2024 ont assoupli un petit peu les éléments de format. On a vu disparaître la notion de pilier. Souvenez-vous, dans la précédente contractualisation, on avait un pilier cohésion sociale, un pilier développement économique et emploi, et un troisième pilier cadre de vie. Puis ensuite, on avait des priorités transversales sur les questions de jeunesse, d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations de manière plus générale. Dans la contractualisation en cours, on n'avait pas de forme prescrite puisque l'idée, c'était de resserrer les contrats sur des priorités plus prégnantes qui auraient été construites, co-construites avec les habitants des quartiers. Donc, ce qu'on avait pu se dire quand on avait fait une première analyse des contrats, c'est que c'était quand même malgré tout plus ou moins resserré. Mais on reste en revanche sur des contrats qui ont des formes extrêmement diversifiées, autant de contrats que de plans finalement, ce qui rend peut-être l'exercice un peu particulier cette fois-ci. Sur les questions de participation citoyenne, je le dirais comme ça, on a peut-être eu à un moment donné un petit peu de flottement autour du dispositif Conseil citoyen avant que finalement il soit complètement confirmé dans sa vocation et en même temps qu'on ouvre finalement à d'autres formes d'engagement et de participation citoyenne pour contribuer à l'animation et peut-être demain à l'évaluation des contrats de ville. Ce qui a sans doute rendu les choses, ce qui complexifie finalement un petit peu l'exercice d'évaluation. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en 2027, on va quand même être dans un paysage politique un petit peu impacté par un certain nombre d'échéances électorales. On sera à la fois en post-élection municipale, mais on sera aussi dans une période préélectorale, puisque on va avoir des élections nationales, régionales, départementales, qui vont être en ligne de mire. Et ça, forcément, ça va avoir un impact. On va avoir en partie un renouvellement d'exécutifs locaux. Euh, et donc, du coup, on va avoir finalement une période, j'allais dire, un peu délicate, qui rend la mise en œuvre de l'évaluation particulièrement sensible. Parce qu'effectivement, il faudra à la fois prendre en compte ces changements, peut-être changement de ligne politique, changement de personnes, peut-être des gens aussi un peu moins acculturés à la politique de la ville,
Et en même temps, il ne s'agit pas de tout déconstruire et de tout secouer dans tous les sens. On a un certain nombre de grands enjeux qui ont été identifiés. Donc, c'est aussi un moment de réaffirmation des grandes orientations et des grands enjeux pour les quartiers de vos territoires. Et donc, cet équilibre, il ne va pas être si simple que ça à trouver. On en a bien conscience. Et donc, la mise en œuvre de l'évaluation, elle est peut-être encore plus sensible que d'habitude. Je pense qu'on peut dire de toute période d'évaluation qu'elle a son système de contraintes, mais je dirais que 2027 va être, voilà, bon, je pense qu'on a tous conscience que le contexte est quand même peut-être un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà. Et puis le troisième élément, c'est que la politique de la ville, on le dit, on le martèle, ça n'est pas que les crédits spécifiques de la politique de la ville, c'est d'abord la mobilisation du droit commun. Et le droit commun, il est quand même un peu mis sous tension. On vit une période d'austérité, alors budgétaire, mais finalement pas que budgétaire, qui pèse beaucoup sur la politique de la ville, mais qui pèse aussi beaucoup, peut-être même surtout, sur les politiques de droit commun qu'on cherche à mobiliser. On a des contraintes fortes sur les éléments financiers, avec des marges de manœuvre pour un certain nombre d'opérateurs qui se réduisent, des baisses de dotation, des financements en rue qui sont finalement un peu aussi au ralenti, alors que parallèlement, on a des besoins sociaux sur les quartiers qui sont plutôt en augmentation et un volume de population qui est aussi plutôt en augmentation couvert dans ces quartiers. L'exemple extrême, c'est Mayotte, qui est passé en 100% géographie prioritaire, donc avec un volume de population qui a explosé, alors qu'il est vraisemblable que les financements, eux, même s'il y a des financements dédiés à la reconstruction de Mayotte dans la période post-Chido, vont pas être dans le même effet des multiplicateurs. Donc ça met tout le monde un peu sous tension financière. Dans notre champ d'intervention, ben, on a aussi des tensions fortes sur les moyens humains. On le dit souvent, il y a beaucoup de turnover en politique de la ville. Et donc, du coup, il y a besoin aussi de réaffirmer et de requalifier peut-être un certain nombre de gens, de personnes, de professionnels. Et puis, globalement, on se le dit souvent, les associations sont quand même fragilisées dans la période qu'on traverse aujourd'hui. Or, ce sont nos principaux acteurs de terrain qui interviennent au plus près des habitants et qui répondent à leurs besoins. On va effectivement aussi avoir des partenaires signataires qui vont être un peu déstabilisés aussi, ou en tout cas en réorganisation. Je pense notamment par exemple aux ARS, hein. Je pense que si vous suivez les éléments qui sont diffusés dans la presse, euh, on va aller vers une réorganisation forte de cet acteur régional de santé. Ça va forcément avoir un impact sur la capacité de mobilisation d'agents quand leur propre maison mère va être en réorganisation si les choses se mettent en œuvre telles qu'elles se dessinent. Voilà. En tout cas, on ne peut pas faire fi de toutes ces réalités. On voit bien que ça va un peu complexifier l'exercice, mais il va falloir partir de ça. Ça va être notre matière de travail finalement. Et l'évaluation, c'est quand même une manière, je dirais, avec des éléments de méthode et si elle est conduite avec sérieux, c'est quand même une manière de réaffirmer l'objet du contrat et d'en faire finalement cette évaluation autre chose que juste un outil de mesure, mais dans se servir de l'évaluation pour eh ben, aussi réaffirmer des choses auprès d'acteurs qui vont être en partie nouveaux ou dont l'attention peut être attirée par d'autres préoccupations ou priorités. Voilà. Il va falloir partir de ce qu'on avait vraiment décidé de changer dans la vie des habitants, donc ces fameuses priorités resserrées, et quelque part les réaffirmer dans une période de troubles, on va dire, un peu de diverses natures. Voilà. Sur cet aspect-là, c'est la lecture finalement qu'on a à l'échelle régionale, peut-être nationale aussi. Euh, on va finalement exiger de l'évaluation qu'elle fasse encore plus la preuve de l'impact de ce travail sur nos territoires. Et est-ce que, il va falloir qu'on repense un peu les méthodes d'évaluation? Peut-être en partie, mais j'ai tendance à penser aussi que les fondamentaux, en fait, vont nous aider à remplir cet objectif. Je veux bien qu'on fasse un petit arrêt sur image et que vous
me disiez si, au-delà de ces trois sources de singularité, éventuellement, vous en voyez d'autres que je n'aurais pas mentionnées ce matin et qui vous préoccuperaient dans la mise en œuvre du process d'évaluation. Vous pouvez réagir dans le chat si vous voulez si vous ne voulez pas prendre la parole. Non, moi je pense que ça aura un impact aussi sur quand on va enfin, la période où on va recevoir nos orientations nationales en fait. Enfin, je pense qu'on Mm, les aura encore hyper tard. Ça se trouve, ça va décaler le calendrier. Enfin, bon, voilà. mm, mm. C'est pas impossible. Mm. C'est pas impossible. Alors, les questions de calendrier, ben, je pense que Julie, vous êtes un peu sur le même mode. Euh, c'est vrai qu'anticiper sans calendrier précis, c'est compliqué. Et en même temps, un calendrier, on en a quand même un peu un. Voilà. On sait que c'est en 2027 qu'il faudra le faire. Donc, on peut quand même poser quelques lignes directrices, quoi. Je poursuis. Certains territoires identifient une instance légitime comme acteur de l'évaluation. Une instance ou une manière d'associer les habitants. Est-ce nécessairement une instance? C'est un peu ça qu'a posé la question du Conseil citoyen finalement. Et est-ce que finalement cette formalisation, j'allais dire très administrative, sans que ce soit péjoratif, mais euh, a peut-être été aussi un facteur limitant pour les conseils citoyens? Et c'est vrai que dans les instructions, même si du coup le Conseil citoyen a été confirmé dans sa vocation, il y a aussi eu toute une ouverture sur les différentes manières d'associer les habitants à la construction et à l'évaluation de cette politique publique. C'est sûr, 30 juin ou 31 décembre, c'est très différent in fine. En même temps, si on est prêt pour le 30 juin, on est prêt pour le 31 décembre. Euh, le calendrier est d'autant plus important sur la question de la participation citoyenne. C'est complètement vrai et c'est aussi vrai sur le sujet mobilisation des partenaires signataires, je pense. On avance un peu sur des éléments de peut-être de méthode. Hop. Ah, je ne suis pas très douée avec le double écran. Donc déjà vous rappeler ou vous remettre en mémoire ce qui est déjà disponible sur le site internet de l'ORS Créail. Euh, Nous avions capitalisé sur les évaluations conduites, les évaluations finales du coup des contrats de ville conduites en 2023. Je vais vous partager quelques éléments de cette capitalisation parce que dedans, il y a peut-être des aspects méthodologiques qui peuvent être utilement réinjectés. Avait été aussi produit un outil pour évaluer l'impact des conseils citoyens dans la politique de la ville, un travail qui avait été mené en partenariat avec la région Hauts-de-France et le centre de ressources de la région Hauts-de-France, l'IREV, mais aussi avec la structure d'appui S3A qui est une structure de Caen et le réseau national des maisons des associations, le RNMA. J'ai rien abîmé comme sigle, c'est bon, Gauthier? Il n'y avait pas la région Hauts-de-France, mais sinon tout est bon. Bah, c'est le centre ressources de la Oui, le région CRPV Hauts-de-France. de Voilà. Hauts-de-France, ouais. Oui, voilà. Mais pas la région administrative, tout à fait. C'est le centre Et, de ressources de la région Hauts-de-France. et peut-être une aide aussi de l'Université de Lille avec un chercheur qui fait une thèse sur le portrait robot des conseils citoyens, et Mm, donc elle peut aussi enrichir cette démarche. mm. Et puis, si vous avez un petit peu de temps pour lire aussi, le réseau national avait produit une contribution nationale, une lecture d'ensemble de l'évaluation finale des contrats de ville, avec un certain nombre de recommandations qui peuvent être utiles à relire éventuellement avant de démarrer. Euh, Ça, c'est dans ce qui est déjà disponible. Dans ce qui est déjà disponible, je l'évoquais tout à l'heure, en janvier 2017, alors vous me direz, ça date un peu, mais je l'ai relu de près et franchement, il y a encore beaucoup de choses qui sont complètement valables aujourd'hui. L'ONPV avait publié un appui pour les démarches méthodologiques locales d'évaluation
comment évaluer les contrats de ville en lien avec le CGET, donc l'ancêtre de la NCT. Le guide en question, il est structuré en 3 parties qui sont finalement assez guidantes rien que dans le chapitrage. La première partie, c'est les questions de diagnostic à mi-contrat et en fin de parcours. Et donc, il y a quelques recommandations méthodologiques sur finalement comment on regarde le quartier à cette étape d'évaluation à mi-parcours. Ça fait partie des incontournables de l'évaluation. À un moment donné, il faut aussi regarder l'évolution du quartier entre le moment où on a signé le contrat et 2 ou 3 ans plus tard quand on l'évalue à mi-parcours. La deuxième partie est consacrée au suivi et à l'évaluation des actions et des dispositifs qui sont prévus au contrat de ville. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une lecture un peu de est-ce que le plan d'action, il est cohérent par rapport aux objectifs qu'on a mentionnés dans le contrat et qu'est-ce qu'on peut dire des impacts qu'on observe sur les actions qu'on a déployées par rapport au contrat. Et puis la troisième partie, c'est de regarder finalement le contrat comme un outil d'animation partenariale et de se demander quelle plus-value il a en matière d'ingénierie, de gouvernance et de mobilisation des autres politiques publiques. Donc, les éléments méthodologiques qui ont été travaillés en 2017 par l'ONPV, comme je le disais, vont être retravaillés pour un nouveau guide. Mais je pense qu'à 90%, ce qui est présent dans ces grandes orientations, dans ces 3 grandes parties, est encore largement mobilisable aujourd'hui. Finalement, les choses qui sont moins documentées, c'est effectivement la question de la participation citoyenne, puisque le guide était 100% focalisé sur la question des conseils citoyens. Or, on s'est dit qu'entre deux, les choses avaient pu un petit peu évoluer. Et puis, euh, ce qui constitue toujours un Everest pour nous, cette fameuse question de la mobilisation du droit commun, qui reste encore un objet à travailler au national et au local. Et puis en annexe, vous aviez quelques données mises à disposition, quelques conseils pour intégrer les conseils citoyens dans l'évaluation et faire le lien aussi avec la question du cadre de vie et notamment quand on a des projets portés par le programme de renouvellement urbain, de rénovation urbaine, pardon. Donc moi, ce guide-là, je vous le conseille encore en attendant qu'il y ait le nouveau, parce que franchement, je pense que voilà, vous pouvez largement vous appuyer dessus. Beaucoup de ce qui est dedans est encore complètement valable. Dans ce qui arrive, pour vous aider aussi dans vos travaux d'évaluation, l'actualisation de l'Observatoire régional des quartiers. Il fait peau neuve dans la mesure où il a un peu un nouveau look. Voilà, on l'a mis au goût du jour avec notre nouvelle charte graphique. Mais il est aussi, il a été revisité sur quelques aspects et notamment l'intégration de quelques données en évolution, puisque dans le diagnostic ou le bilan qu'on avait fait de la précédente génération de l'ORDQ, vous étiez nombreux à regretter l'absence de données en évolution. Donc, on en a intégré quelques-unes et pour ce faire, un certain nombre d'indicateurs sont présentés à l'échelle des iris, puisque c'est l'échelle qui permet de calculer ces taux d'évolution. On ne peut pas le faire avec les données quartiers. Donc, dans les nouvelles fiches repères, elles n'ont pas changé. Les fondamentaux sont toujours là. Vous avez toujours une présentation des grandes orientations du contrat, des caractéristiques du quartier, une actualisation des données. On vous a mis ce qui était, voilà, des données plus fraîches et l'intégration de données en évolution. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise exactement les données en évolution que vous allez pouvoir avoir? Ou vous les découvrirez quand nous publierons les fiches de l'ORDQ, c'est-à-dire vraisemblablement début mars. Vous pouvez attendre encore? Oui, très bien. Il y a 2 petites remarques, enfin questions ou remarques de Vas-y. Julie, pardon. Sera-t-il Oui. possible d'avoir les données brutes que vous utilisez pour la construction de ces fiches repères? Je ne sais pas si Julie, tu cherches la liste des indicateurs qu'on met dans ces fiches ou... Je me permets de répondre à l'oral. Oui, voilà. Oui, pour oui, être vas-y, facile. vas-y.
En fait, c'est parce que bien souvent, en tout cas moi dans mon utilisation, je ressaisis toutes vos données pour les réutiliser derrière dans des Excel pour faire des croisées dynamiques. C'est fastidieux et on aurait directement les données brutes qu'on pourrait les réinjecter dans nos autres dossiers d'analyse statistique. Donc c'est pour ça. Après, c'est très intéressant d'avoir une version accessible comme vous produisez, mais c'est d'avoir les deux, si c'était Oui, possible. oui. Bah, il y a une étape chez nous avec un fichier Excel, hein, donc Bien sûr. ça doit être jouable à la demande, quoi. En tout cas, on l'intégrera qu'il y a une demande, en tout cas pour Pont-de-Mer. Voilà. Et pour ceux qui seraient intéressés pour le faire sous ce mode-là, bah, n'hésitez pas. Voilà. Chez nous, il y a un moment donné, il y a un fichier Excel, hein, donc on doit pouvoir en faire un extrait pour vous l'envoyer. Et effectivement, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui soit à la fois synthétique, qu'on puisse imprimer, emmener avec soi, où il y a un peu tout dedans, voilà, qui soit facilement accessible. Mais si vous souhaitez effectivement injecter des éléments dans d'autres choses, le fichier Excel, on n'a pas encore vraiment trouvé mieux. Quelque chose aussi qui, je pense, va vous être utile, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait perçu dans les échanges qu'on avait pu avoir avec vous, c'est d'avoir une meilleure lecture des mobilités résidentielles des quartiers, c'est-à-dire pouvoir objectiver un peu qui entre en politique de la ville, qui en sort, c'est quoi le profil des entrants, c'est quoi le profil des sortants. Et donc, on a engagé un travail partenarial avec l'INSEE et la DRETS Normandie autour d'une étude sur les mobilités résidentielles qui s'est engagée là, du coup, au mois de décembre et qui devrait atterrir au printemps, avril ou mai, par la publication d'un document synthétique. Voilà, qui va caractériser les mobilités résidentielles des QPV normands de manière un peu globale, mais là aussi, au-delà de cette publication commune à DRETS, INSEE, ORS, CREA et Normandie, la matière première qui va servir aux analyses et qui peut-être pourra vous être utile pour documenter cet élément-là pour vos territoires, va aussi nous être fournie. Donc ça fera pas l'objet d'une publication en tant que telle, mais si vous souhaitez, enfin on verra, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va avoir, mais en tout cas, si vous souhaitez quelques éléments pour vos quartiers, on devrait pouvoir vous les fournir. L'INSEE s'est engagé à nous fournir la matière première, au-delà de la publication elle-même, qui sera une publication courte, hein, on est sur un 4 pages, hein. Voilà. Donc, d'avoir la matière première. Voilà, ça va vous permettre dans la, entre guillemets, la mise en récit de l'évaluation de votre contrat de ville aussi, de peut-être lutter aussi contre le discours de, avec tout l'argent qu'on met dans les quartiers, pourquoi ça ne s'améliore pas? Voilà, cette idée qu'effectivement, ils ont aussi un rôle d'accueil et de promotion sociale, ces quartiers. Et que finalement, quand on regarde, et c'est les premières données qui ressortent là dans les premiers traitements de l'INSEE, mais qu'on a aussi dans d'autres régions, hein, c'est que bah, quand ça va mieux, on s'en va et on accueille en revanche une population qui est plutôt plus précarisée. Et donc, j'entendais un sociologue l'autre jour faire la comparaison avec un hôpital. Si on faisait une coupe à un moment donné et qu'on revienne 5 ans plus tard, qu'on refasse la même coupe, on aurait tendance à penser que ben, l'hôpital ne règle pas grand-chose, puisqu'il y a toujours autant de gens malades, voire plus malades, puisque maintenant, quand on est un peu valide, on nous invite à sortir rapidement de l'hôpital. Donc voilà, cette analyse en photographie successive, elle a ses limites. Et en tout cas, je suis très contente qu'on puisse, avec l'INSEE, objectiver ces mobilités pour notre région. Juste peut-être revenir sur le document que j'évoquais tout à l'heure. Vous pourrez le lire, mais je sais que vous avez peu de temps, donc j'ai essayé de vous ressortir peut-être les éléments essentiels de cette capitalisation. Cette publication, elle visait à avoir une lecture un peu normande, hein, des apports et des limites des démarches d'évaluation au moment de l'évaluation finale. Et il s'agissait pour nous, parce qu'on a toujours comment dire, une intention quand on fait ce genre de publication. Notre intention, c'était de montrer à quel point l'évaluation, elle pouvait être structurante dans la politique de la ville et dans, là en l'occurrence, l'impact qu'elle pouvait avoir sur la construction de la nouvelle contractualisation.
L'évaluation, je disais, c'est un regard à la fois rétrospectif et prospectif. On va regarder dans le rétroviseur, mais avec toujours l'idée d'anticiper, d'avoir un petit coup d'avance sur l'avenir, de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut finalement ajuster pour maximiser les impacts. Et cette posture-là, il n'y a peut-être que l'évaluation finalement qui vous l'apporte dans l'animation de vos contrats de ville. C'est aussi une démarche qui est par construction collective. On se le disait, la politique de la ville, c'est une politique partenariale, c'est une politique transversale, c'est une politique finalement qui est participative aussi. Et donc, ça doit se refléter forcément dans la manière dont on évalue. On ne peut pas faire de l'évaluation de la politique de la ville en chambre, c'est pas possible. Donc, il y a un intérêt finalement à construire aussi à travers ce travail une lecture partagée de ce qui se joue à la fois dans les quartiers et dans ce qu'on essaie de faire avec le contrat. Euh, la troisième chose, c'est se rappeler que l'évaluation, c'est un exercice sérieux et sincère, mais il n'y a pas de méthode standard, unique, optimale, qui vous permettrait à tous les coups de réussir l'évaluation parfaite. Ça n'existe pas. Donc, voilà, il y a peut-être à s'enlever ça de la tête et cet objectif de la tête qui est finalement peut-être plus inhibant qu'autre chose. L'objectif de l'évaluation, c'est de rassembler des éléments d'observation partagée pour se projeter dans l'avenir, d'essayer d'objectiver les choses et ce faisant, de ne pas opposer le fait de chercher à objectiver et le fait d'avoir des regards subjectifs. Souvent, on peut reprocher aux méthodes qualitatives d'être trop subjectives, mais c'est pas grave d'avoir des appréciations subjectives, puisque c'est dans la prise en compte de l'ensemble de ces regards qu'on objective un certain nombre de choses. Dans les critères quand même qu'on pourrait mentionner sur une évaluation réussie, il y a le premier qui est la faisabilité. Euh, L'idée, c'est de ne pas s'embarquer dans un protocole qu'on sera incapable de mener. Rester sur quelque chose qui est faisable pour vous, à votre échelle, avec les moyens dont vous disposez. Il n'y a rien de plus nuisible à notre santé mentale, puisqu'on est encore grande cause santé mentale, que de partir sur un truc qui, au final, ne pourra pas être mené. Il y a la question de la fiabilité. Donc là, je pense qu'on pourra largement vous aider à construire et à outiller votre travail pour qu'effectivement vous soyez sur quelque chose de solide. Et puis, il y a aussi l'idée d'être dans une démarche qui est utile, qui est au service de quelque chose. Peut-être au service de la réaffirmation des objectifs du contrat vers de nouveaux élus, qui est au service de la remobilisation des partenaires que vous sentez s'éloigner. Voilà, il faut que vous lui donniez un sens et une utilité concrète pour vous en fonction de la situation de votre territoire. Et puis, finalement, peut-être vous dire, parce que c'est ce qu'on s'est dit au moment de ce rétex, c'est plus facile de faire l'évaluation finale quand on a fait une bonne évaluation à mi-parcours. Donc, si finalement votre évaluation à mi-parcours elle est bien nourrie, c'est une partie du travail de l'évaluation finale qui est déjà faite pour essayer aussi de vous motiver. Et la dernière chose, c'est cette synergie entre le travail national et le travail local. On se l'est dit tout à l'heure, l'ONPV, je pense, outillera un certain nombre de choses, la NCT probablement aussi. Ce qu'on avait pu constater en 2023, c'est que finalement, il y avait eu pas mal d'allers-retours entre ce qu'avaient pu remonter les évaluations locales, et même quand on était encore à mi-chemin, et l'orientation des politiques nationales. On peut quand même garder l'espoir que les choses se nourrissent et qu'effectivement, un ministre, il se nourrit aussi de ce que lui disent les territoires. Et l'évaluation, c'est une manière de dire des choses aussi au niveau national. Toujours pour rester sur les éléments de méthode et l'intérêt finalement de vous lancer, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous y voyez un intérêt, sinon vous ne seriez pas connecté. Euh, les cinq grands intérêts de l'évaluation, c'est que finalement, c'est un moment aussi où on peut avoir une posture et prendre un peu un temps de recul et d'observation sur effectivement comment vont les quartiers, peut-être redonner un peu de sens, redonner un système de priorité à un moment où on est
finalement toujours en train de courir après le temps et on est dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre, l'évaluation, c'est un temps de pause qui est bénéfique à la dynamique du contrat. C'est aussi un temps de commun territorial. Vous allez devoir à un moment donné avoir des temps de partage, des temps, pourquoi pas, de débat, voire de controverse. C'est pas forcément très grave. Ces temps-là, ils vont nourrir aussi l'ajustement de cette politique. C'est aussi des moments de valorisation des réussites. Je dis toujours, évaluer, c'est donner de la valeur à ce que vous faites. C'est mettre en lumière les actions qui marchent bien et pourquoi, sans forcément jeter l'opprobre sur les autres. C'est juste une manière aussi de dire, ben, ça marche et c'est nécessaire pour doper les foules aussi, d'avoir des choses qui fonctionnent. C'est aussi un temps de capitalisation de données, d'éléments qualitatifs, de perception d'acteurs, qui peut être remobilisable dans d'autres contextes, même si elle ne se traduit pas directement dans des effets j'allais dire, d'aménagement du contrat. Elles peuvent trouver un écho dans d'autres politiques territoriales locales. Et puis, bah, nous, on continue à prêcher. C'est aussi pour ça que je fais le lien avec ce travail qu'on a mené en 2023 pour que finalement cette culture de l'évaluation, elle se diffuse, elle se diffuse. La politique de la ville, c'est une politique qui est complexe. On se le disait, faut mêler plein d'acteurs, faut mêler plein de politiques publiques. Et donc, bah, on a besoin de continuer à diffuser cette culture de l'évaluation et la spécificité de la politique de la ville au regard de l'évaluation. Vous m'arrêtez si je vois pas forcément les questions, donc je laisse les collègues m'arrêter. Euh, je continue. Dans ce document, on a identifié, ben, en termes de rétexte, ce qui facilite le travail d'évaluation. Là, c'était pour l'évaluation finale, mais c'est complètement valable pour l'évaluation à mi-parcours. Un couple État-collectivité, main dans la main. Ça, c'est sûr que c'est facilitant. Le pilotage qui est timé et participatif, c'est-à-dire que l'idée c'est que l'évaluation est facilitée quand vous voyez comment vous raccrochez sur les espaces et de travail et de décision. La question du suivi des données, on se disait que ça restait quand même un élément de faiblesse parfois, mais il y a des données qui sont disponibles, il y a des données qui sont collectées en routine ou qui sont à collecter en routine. L'évaluation à mi-parcours, c'est aussi un moment pour se dire, ouille, ça on a décidé de le suivre, mais on n'a aujourd'hui aucun outil pour le faire. Il est encore temps de le faire d'ici la fin du contrat. Et l'idée, c'est de ne pas regarder que les moyens du BOP 147, mais bien d'avoir une lecture aussi des moyens de droit commun qui sont mobilisés. Euh, et puis voilà, nous, ce qui nous semble, et ça c'est un message évidemment qu'on porte, c'est que les habitants, les usagers, les bénéficiaires, peu importe comment on les appelle, ils sont enfin, l'évaluation est d'autant plus riche qu'ils sont impliqués dans cette évaluation, soit sous forme d'instance, mais ça peut être parce qu'on va les interroger, ça peut être parce qu'on organise des événements où on va recueillir leurs paroles sur bah, la lecture des résultats et puis peut-être les attentes nouvelles qui s'expriment. Et puis, c'est quand même mieux quand on sait à peu près les moyens d'ingénierie et le temps dont on va disposer pour faire tout ça. Et donc, il faut le prévoir finalement dans son plan de charge. Ça ne peut pas être l'évaluation, le truc qu'on fait quand il reste du temps. Ça, c'est pas, de notre point de vue, méthodologiquement, la meilleure manière de s'y prendre. Voilà. Dans les ressources qui vont peut-être vous alimenter, je vous les mentionne rapidement, ou qui vont pouvoir être mobilisées. On reprend les questions de formation. Alors, on a changé le nom, ça s'appelait Découverte de la politique de la ville, ça va s'appeler Comprendre et agir, les clés de la politique de la ville. Elles seront menées au deuxième semestre et donc du coup peut-être potentiellement, voilà, si vous sentez que vous avez des acteurs du territoire qui auraient besoin d'être un peu acculturés finalement à tous les enjeux de la politique de la ville et à toutes ces complexités, n'hésitez pas à leur suggérer voilà, de venir à ces formations. Le kit et le lexique vont être actualisés. On imagine la production d'un livret pour les élus et DGS, alors un peu pensé pour les nouveaux élus, mais qui peut complètement être mobilisable aussi pour les anciens. Et je pense aussi que le sujet évaluation sera, enfin on est quasiment sûr, un sujet qui sera au minimum abordé lors du forum annuel de la politique de la ville qui aura lieu comme l'an dernier et l'année d'avant au mois de novembre.
Et puis, on aura des entrées thématiques sur le sujet évaluation avec le sujet des transitions que j'évoquais tout à l'heure, les questions de santé via les rendez-vous de la santé qui vont aborder finalement le comment on peut aussi évaluer une action en santé, et puis la réussite éducative avec notamment le sujet de l'évaluation des cités éducatives. Est-ce qu'on a déjà des dates de formation? Non, pas encore. Oui, les élus peuvent, oui, ils sont les bienvenus. L'idée de ces formations, c'est d'être vraiment en mode pluriacteur, donc habitants engagés, associations mobilisées, services de l'État, services de la collectivité, services politiques de la ville ou de droit commun, élus, tout le monde est bienvenu à ces formations. C'est même d'autant plus riche que le public est varié. Alors, livret élu, on vise l'été. Le temps d'installer, enfin que les nouveaux conseils communautaires, voilà, conseils municipaux s'installent, que les compétences soient bien affectées, qu'on y voit un peu plus clair. Et puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, et sauf si vous avez des questions particulières, je voulais finir ce webinaire un peu avec une checklist, une to-do list, voilà, que vous pourrez compléter, martyriser, vous appuyer dessus. Finalement, c'est les questions que vous pourriez, auxquelles je pense qu'il faut chercher des réponses avant de se lancer de manière très opérationnelle là-dedans. La question d'abord du contexte et de l'objet de l'évaluation. Qui va copiloter la démarche? Est-ce que c'est les seuls copilotes État-collectivité? Est-ce que vous élargissez la team? Voilà, qui finalement va être en charge de copiloter la démarche? Quelles sont finalement aussi vos contraintes de mise en œuvre à tous? Si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous êtes 4, vous n'avez certainement pas le même système de contraintes de par les directives de vos employeurs, de par les directives éventuellement réglementaires qui s'imposent à vous. Et c'est bien que ces contraintes, elles soient claires pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans la mise en œuvre. Comment et avec qui vous allez construire le protocole? Est-ce que finalement, c'est ce binôme ou ce trinôme demain qui pose les bases du protocole tout seul, ou est-ce qu'à un moment, vous faites des allers-retours et avec quelle instance? Quel est l'objet principal de votre évaluation? Vous n'allez pas pouvoir tout évaluer. Donc, il va falloir un tout petit peu circonscrire. Est-ce que finalement, vous souhaitez surtout regarder le volet action, surtout regarder le volet dynamique partenarial, surtout regarder la mobilisation des acteurs de terrain? Il faudra peut-être un peu spécifier ce que vous voulez regarder. Et puis finalement, être aussi au clair sur les limites de la démarche, le temps que vous avez vraiment à y consacrer cette année, l'année prochaine. Les moyens que vous aurez ou pas à y consacrer. Est-ce que je peux avoir un appui externalisé ou il va falloir que je me concentre de mes ressources à moi tout seul? Et puis finalement, accepter et l'écrire qu'il y a des aspects que vous n'explorerez pas dans cette évaluation à mi-parcours et être au clair sur ce que vous allez regarder et sur ce que vous n'allez pas aller regarder. Ça vous permettra d'atteindre le deuxième stade, c'est de bien circonscrire à votre chantier d'évaluation son périmètre et surtout de définir les questions évaluatives retenues. Quels sont finalement les éléments que les copilotes veulent et ont choisi d'évaluer? Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Sur quel résultat veut-on porter un jugement? C'est ça les questions évaluatives. C'est le cœur du réacteur. Pas de questions d'évaluation sans questions évaluatives. Si vous n'avez pas de questions évaluatives, vous ne pourrez pas focaliser le travail d'évaluation. Vous ne pourrez pas maîtriser et justifier vos choix méthodologiques. Et vous ne pourrez pas non plus pleinement favoriser la bonne appropriation des résultats de l'évaluation. Donc, les questions évaluatives, c'est une étape assez essentielle de la formalisation du protocole d'évaluation ou du référentiel d'évaluation. Et la dernière chose sur laquelle vous aurez à répondre à ces questions, c'est la manière dont vous envisagez d'organiser le travail. Finalement, qu'est-ce qui va être la gouvernance de cette évaluation? Quelle modalité d'association des parties prenantes? Les décideurs, les opérateurs, les bénéficiaires? Quelle publicité, quelle valorisation de la démarche d'évaluation? Vous voulez en faire quoi? Finalement, cette évaluation-là, vous allez en tirer des enseignements et des grands messages
auprès de qui vous allez les faire valoir, à qui vous allez rendre compte des résultats de l'évaluation. C'est à penser dès le départ et pas à la fin. Quels moyens pourront être réellement dédiés? Voilà. Qui? Avec quelle quantité de temps? Est-ce qu'il y a des moyens financiers? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et quel calendrier autour des 5 étapes clés que je vous ai listées ici? Jusqu'à quand je pense que je suis sur une étape de cadrage? Je fais valider finalement mon protocole d'évaluation. Quel temps je peux consacrer? Quelle période je peux identifier pour tout ce qui est collecte d'informations? Parce que vous aurez des choses sous la main et d'autres, il faudra aller les chercher. Quel temps je vais avoir pour analyser ces informations collectées? Quelle période je me donne aussi pour partager et valider les grands enseignements? Là, on est forcément sur du temps collectif. Et puis finalement, garder aussi du temps pour rédiger les supports de restitution. Parce que c'est aussi là que se joue le nerf de la guerre. Les grands messages, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient construits, il faut qu'ils soient argumentés pour qu'ils portent tous leurs fruits. Donc ne pas négliger, j'ai une collègue qui disait tout le temps, tout prend toujours plus de temps qu'on ne le pense. Ne pas négliger cette phase de production de livrables qui est voilà, essentielle si vous voulez que les messages y passent. Voilà. Donc ça, c'est, j'espère ne pas vous avoir effaré avec toutes ces questions. Pour vous aider à y répondre, donc un mercredi par mois à partir du mois d'avril, le deuxième mercredi du mois, entre 9 h et 10 h. Je me mets à votre disposition pour une question, un conseil, une panique, une bonne idée. On mettra le calendrier avec les dates précises. Moi, je m'assure de ne rien mettre dans mon agenda et je suis à votre disposition. Il y aura un lien de visio et je serai connectée. Et puis, vous venez quand vous voulez sur cette période d'une heure voilà, pour poser votre question ou demander un conseil. Ça ne dit pas que j'aurai la réponse dans la foulée, hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez un moment que je vous réserve pour que vous puissiez exprimer une demande. Et puis, plutôt à destination des copilotes, 2 sessions en présentiel que j'ai prévues en mai, les 20 et 22 mai, à Rouen d'abord, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, le 20 mai, et à Hérouville-Saint-Clair le 22. C'est pas territorialisé, mais c'est vrai qu'en général, les participants ont tendance à choisir d'aller au plus près de chez eux, mais les Eurois et Sénomarins seront les bienvenus à Hérouville-Saint-Clair et inversement, le Calvados, la Manche et l'Orne seront les bienvenus à Rouen si la date vous convient mieux. À destination plutôt des copilotes, l'idée, ça serait vraiment de venir avec avec le binôme ou le trinôme en fonction de ce que vous aurez désigné. Et cette session sur une journée vise à affiner toutes les questions qu'on a vues là ensemble et finalement à disposer en fin de journée, l'objectif c'est ça, d'un pré-projet de protocole. Alors, certainement pas 100% finalisé parce que vous aurez fait d'aller-retour avec personne, mais en tout cas une base de travail qui sera déjà bien aboutie où vous aurez répondu à un certain nombre de questions. Dienaba, petite question, est-ce que privilégier une évaluation interne ne constitue pas un risque de ne pas objectiver les choses, de ne pas prendre assez de recul? Chaque méthode a ses risques. La méthode interne, il faut bien penser effectivement le fait d'internaliser l'évaluation à mi-parcours. Le risque, ça peut être ça. Et là, effectivement, c'est de bien caler les éléments de méthode pour être sûr de prendre le recul nécessaire et d'avoir les temps d'analyse partagés nécessaires. À l'inverse, confier ça à un consultant, c'est aussi le risque de ne pas s'approprier complètement ce travail et les conclusions de ce travail. L'autre chose, c'est que je pense que mon sentiment, c'est que si aussi peu de territoires ont identifié le recours à des consultants, c'est peut-être aussi pour des questions de moyens financiers avec des enveloppes qui sont extrêmement contraintes. Et je ne suis pas sûre qu'en 2027, le schéma aura complètement changé. Et ce qui me semble, en tout cas, de toute façon, quel que soit le scénario finalement vers lequel vous allez vous orienter en interne ou avec l'appui d'un consultant,
Le protocole d'évaluation, on ne sera pas loin du cahier des charges que vous pourrez donner à votre consultant. Donc, de toute façon, voilà, soit vous l'utiliserez pour votre territoire pour mettre en œuvre vous-même l'évaluation, soit ça vous servira à calibrer la commande à un consultant si vous souhaitez, si vous passez par un prestataire extérieur, qui pourra faire seulement une partie aussi de l'évaluation. Vous pourrez vous dire, j'en internalise une partie, et par exemple, je dis n'importe quoi sur la question de l'enquête auprès des partenaires ou de l'association des habitants, je fais appel à un consultant pour qu'il mette en œuvre, structure la démarche. Vous pourrez faire des choses un peu composites. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que la question des moyens est sans doute l'un des premiers freins, pardon. Pour ces ateliers, on va travailler en partenariat avec Paul Garcia du cabinet Frégali Conseil, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Pour ceux qui avaient bénéficié de l'appui qu'on avait pu mettre en place avec Chloé Cité et Thibaut Desjonquers, vous allez voir qu'ils sont à peu près sur les mêmes approches, hein, donc vous ne devriez pas être complètement dépaysés, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on a pensé notre accompagnement sur le premier semestre, au vu de ce qu'on a compris de l'enquête qu'on a menée auprès de vous. Voilà, en espérant que ça corresponde à vos besoins. Et sur le deuxième semestre, eh ben, on adaptera, soit par exemple sur les cafés de l'évaluation, on accélérera, peut-être qu'on passera tous les 15 jours si vous en exprimez le besoin. Et on imaginait plutôt de passer à une phase accompagnement en termes d'outillage sur le deuxième semestre. Mais je dirais, on va se nourrir de ce qu'on va comprendre de vos besoins aussi à travers et les cafés et les ateliers. Ça nous permettra d'adapter notre offre de service du deuxième semestre. Voilà. J'ai beaucoup parlé, trop peut-être. Est-ce que vous avez des questions résiduelles? Il reste 2 minutes. Je suis même pas en retard. Un truc de fou. Pascal, c'est sur une journée les ateliers? Oui, sur une journée. Et probablement, on fera plateau repas le midi parce pour vraiment maximiser la production. Voilà. Toute une journée, c'est vrai que c'est pas facile à consacrer. Et en même temps, l'idée, c'était de concentrer le travail et que à la fin de la journée, vous ayez voilà, quelque chose que vous auriez peut-être travaillé en pointillé pendant des semaines, hein, en une journée. Si on s'y prend bien, je pense que ça peut être fait ou très, très avancé en tout cas. Pour tout vous dire, on envisageait même de partir sur aussi une maquette PowerPoint un peu à alimenter dans la journée pour que vous ayez même le support qui vous servirait à impliquer votre codec, votre copil, votre directeur, votre directrice, votre SG, voilà. Et qui que ce soit à qui vous ayez besoin de présenter la démarche, quoi, pour gagner encore du temps. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter le travail au maximum. Quitte à se déplacer, autant bien se concentrer une journée. Tout à fait. C'est l'idée. Il y aura du café aussi. Alors, écoutez, moi, je crois n'avoir rien oublié de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si Guillaume, Gauthier, Lucie, vous souhaitez ajouter quelque chose. C'est bon? C'est bon pour moi. Eh ben, je vous dis à bientôt du coup. Soit un mercredi matin, soit lors des ateliers. On va lancer, je pense, après les vacances, peut-être les modules d'inscription. Je vous souhaite un bon appétit vu l'heure qu'il est et puis un bon week-end parce qu'il n'est pas si loin.